Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 7-8 Week-end. On va parler actualité, mais aussi loisirs. D'ailleurs, voici les titres de ce vendredi 15 janvier. L'actualité, ce sont les nouvelles annonces du gouvernement en ce qui concerne la crise sanitaire. C'était attendu, mais c'est désormais officiel. Le couvre-feu à 18h s'élargit sur tout le territoire à compter de ce samedi. Nous accueillerons à ce sujet Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines. Dans l'actualité également, le nouveau collège de Mantes-la-Jolie ouvrira ses portes à la prochaine rentrée. Un projet d'envergure toujours en cours de construction et financé intégralement par le département des Yvelines. Enfin, des escape games outdoor, un nouveau jeu de société à Poissy et la braderie du Golfe National qui se tient ce week-end, les idées sorties et loisirs de Célia Gatsongo. Et aussi le résumé de l'actualité de la semaine. Comme je vous le disais en titre, le gouvernement a fait de nouvelles annonces concernant la crise sanitaire et c'est désormais officiel. Le couvre-feu à 18h est étendu à l'ensemble de la France métropolitaine. Les Yvelines sont donc concernées. Cela prendra effet ce samedi 16 janvier. On fait le point avec vous, Justine Brasier, bonsoir. Bonsoir Éléonore. Alors oui, Jean Castex a affirmé que le virus continuait de circuler activement. On a toujours deux souches de variants qui circulent en France, celui d'Angleterre et celui d'Afrique. Et donc pour limiter leur propagation, vous l'avez dit, le couvre-feu à 18h généralisé à tout le territoire. La mesure entrera en vigueur samedi pour au moins 15 jours. Donc tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18h. Écoutez la réaction de quelques Saint-Quentinois. On va avoir une réunion avec les personnes du siège pour savoir justement si on va réduire les heures, mettre du chômage partiel, changer nos horaires, c'est-à-dire peut-être commencer plus tôt. Moi, je serais d'avis ni couvre-feu, ni reconfinement, parce que j'estime qu'on est quand même des adultes et qu'on fait attention. Ah, moi, j'y suis tout à fait favorable, oui. Parce que je pense que c'est de nature efficace. On sait que... Et qu'en est-il côté éducation, Justine ? Eh bien, face au risque de décrochage, d'isolement ou encore de difficultés psychologiques, les écoles resteront ouvertes, mais la surveillance sera renforcée. 3 points à retenir. Le protocole sanitaire renforcé dans les cantines, pas de brassage entre les classes le midi. La pratique sportive en intérieur, elle est suspendue. Et enfin, le dépistage va être massivement déployé dans les écoles pour un objectif de 300 000 tests par semaine. Pour les lycées, maintien du fonctionnement hybride, moitié en distanciel et moitié en présentiel après le 20 janvier. Et pour les étudiants, dès la semaine du 25 janvier, les premières années pourront revenir pour les travaux dirigés en demi-groupe. On sait que les premières années, ils ont du mal. Déjà que la fac, c'est un système totalement différent du lycée. Là, c'est normal qu'ils aient du mal à vraiment rester dans les cours et rester déterminés et motivés. Donc moi, je le comprends totalement. Et un point sur la campagne de vaccination qui suit son cours. Oui, pour l'heure, 318 000 personnes se sont faites vacciner en France, près de 61 000 en Île-de-France. Lundi 18 janvier, en plus d'être ouverte aux personnes de plus de 75 ans, la vaccination sera possible pour les personnes à haut risque. Plusieurs possibilités pour prendre rendez-vous, donc les plateformes en ligne type Doctolib, santé.fr le site, et puis un numéro vert qui s'affiche en bas de votre écran. Merci Justine pour toutes ces précisions. Et pour continuer à parler de ce sujet, notre invitée aujourd'hui, Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines, députée La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous, du coup, pour parler de ce couvre-feu. Couvre-feu à 18h pour toute la France pour au moins 2 semaines. C'est ce que le Premier ministre a annoncé hier jeudi soir. D'autres pistes étaient envisagées. On en a entendu parler. Un confinement le week-end avec le couvre-feu à 18h. Et pourquoi pas un 3e confinement ? Alors pourquoi pas dès maintenant ? Alors, on a des résultats qui apparaissent par rapport à nos voisins européens un petit peu meilleurs sur le plan de la situation sanitaire. On a une circulation active du virus, mais on est encore dans le contrôle de cette épidémie, ce qui permet de limiter les mesures qui sont prises et de l'appliquer seulement à un couvre-feu à partir de 18h plutôt qu'à un reconfinement général sur le territoire. Ce qu'on a observé, c'est que dans les départements qui étaient en couvre-feu jusqu'à présent à partir de 18h, il y a eu une diminution du nombre de cas et c'est aussi la raison pour laquelle on étend à l'ensemble du territoire cette mesure. Mais ce 3e confinement n'est pas exclu dans les prochaines semaines, si jamais la situation sanitaire ne s'améliore pas.
Le Premier ministre l'a dit hier en conférence de presse, effectivement, si jamais la situation venait à se dégrader brutalement, et on sait notamment que le variant britannique est plus contagieux, il faudrait prendre des mesures immédiates pour limiter en fait la dégradation très importante de la situation et à nouveau un engorgement de nos hôpitaux. Ça vient vraiment en parallèle de notre campagne vaccinale, être en capacité de contrôler l'évolution de cette épidémie sur le territoire. Donc le gouvernement a également... on a entendu des commerçants juste avant, je me reprends. Est-ce que vous pensez qu'économiquement, un couvre-feu justement à 18h, donc pour ces 2 prochaines semaines, c'est tenable pour les commerçants ? Je crois que pour les commerçants, mais aussi pour l'ensemble des Français, c'est une mesure qui est toujours difficile parce que c'est aussi ce que vous faites après votre vie professionnelle qui est impactée. Mais néanmoins, et pour les commerçants, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a rappelé, il y aura tous les dispositifs qui sont mis en place jusqu'à présent qui viendront qui seront pris en compte pour les commerçants qui sont impactés par cette mesure de couvre-feu à partir de 18h. Donc il y a un renforcement pour les secteurs qui sont fermés administrativement, des aides qui accompagnent. Il y a aussi un décalage du prêt de garantie de l'État de 1 an, ce qui permettra aux commerçants de ne pas rembourser dès cette année, mais bien dès l'année prochaine. Donc bien sûr que c'est difficile en termes d'organisation et on peut l'entendre, mais ce qu'il faut dire aux commerçants, c'est que le gouvernement est à leur côté pour leur apporter la compensation économique de ce que représente cette perte de près de 4 heures souvent sur leur activité. Autre annonce jeudi soir, un objectif, tester plus d'1 million d'élèves, d'enseignants dans les collèges, lycées, écoles. Comment ça va se dérouler, Marie Lebec ? Alors, c'est comme ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire des campagnes de dépistage dans les lycées, notamment dans les lycées, les écoles ou les collèges, bien sûr, où notamment on a des cas qui sont avérés pour pouvoir prendre toutes les mesures rapidement et limiter la formation d'un cluster. On sait, on a la supposition plutôt que le variant britannique circule peut-être plus facilement parmi les plus jeunes et que donc il faut qu'on surveille davantage parce qu'il ne faudrait pas que les enfants contaminent aussi leur famille en entrant. Pour autant, je le sais, c'est important pour les responsables politiques, c'est important pour les enseignants, c'est important pour les parents. Il faut que l'on mette tout en œuvre pour maintenir les écoles ouvertes et c'est aussi le sens de ces campagnes de dépistage massives dans les écoles. Et c'est sur la base du volontariat que ce sera fait. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire ? C'est sur la base du volontariat, je crois que c'est important aussi, c'est pour les plus jeunes, il y a certainement l'accord peut-être des parents, mais je crois que voilà, il faut les inciter, il faut leur montrer que c'est important, plutôt que de les forcer à se faire. C'est comme ce qu'on fait pour le vaccin, il vaut mieux convaincre que chercher à imposer justement le dépistage. Autre sujet pour lequel vous êtes avec nous aujourd'hui, Marie Lebec, c'est pour parler du baromètre des résultats de l'action publique qui a été mis en place par le gouvernement. Il permet d'accéder donc à l'évaluation de la mise en œuvre de 25 réformes prioritaires depuis 2017 dans chaque département de France. Et vous avez suivi ce projet aux côtés de la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. Quel a été votre rôle ? Alors, le rôle des parlementaires, c'est bien sûr de faire remonter sur le terrain les avancées du gouvernement qui fonctionnent, celles où il y a des plans de bouclage. Et en fait, cet outil de baromètre de l'action publique, il est utile pour nous, les responsables politiques, pour nos oppositions aussi, pour venir nous challenger, pour vous, les journalistes, voir ce qui est fait. Mais je crois aussi que c'est un outil grand public. Et vous savez, parfois, on donne des chiffres globaux pour l'ensemble du territoire national. Or, ce qui est intéressant, c'est de savoir dans votre département ce qui bouge. Et c'est le rôle que la ministre a confié aux parlementaires, c'est aujourd'hui d'être finalement de consulter ce baromètre, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui fonctionne pas dans les réformes, ce qui est plus ou moins bien mis en œuvre, et ensuite d'interpeller la ministre pour qu'elle aussi vienne voir sur notre territoire et voir les points de blocage et faire bouger les lignes. Est-ce que c'est une mesure mise en place suite aux critiques du mouvement des Gilets jaunes sur la transparence du gouvernement Macron ? Je crois que ça vient de toute façon en complément, c'est une bonne nouvelle, mais l'exercice de transparence, c'est à la fois un exercice qui est difficile parce qu'il faut pouvoir apporter les bonnes données, les bons éléments chiffrés, mais en même temps, je trouve que c'est aussi un challenge intéressant pour le gouvernement et même la majorité de dire on a fait des réformes, certaines sont en cours de déploiement, mais toutes ne sont pas encore parfaitement abouties et nous faisons acte de transparence en vous mettant à disposition ces données. Ces données, elles sont souvent publiques, mais ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est que finalement, elles sont réunies en un seul et même sur un seul et même outil et elles vous permettent de vous comparer avec d'autres départements. Parfois vous avez l'impression que dans votre département il y a quelque chose qui dysfonctionne très fortement et vous finalement rendez compte que ça marche pas si mal, notamment au regard des autres. Et donc je trouve que c'est un exercice de transparence qui doit être en tout cas fait et établi pour les citoyens.
Vous l'avez dit, ce baromètre, il suit les engagements du gouvernement depuis 2017 sur 8 thématiques, comme la transition écologique ou encore l'éducation. Sur la sécurité, par exemple, dans le renforcement de la sécurité du quotidien, un grand projet de ce gouvernement, il indique et comptabilise le nombre d'heures de patrouille sur la voie publique, donc des forces de l'ordre, que ce soit police ou gendarmes. Et dans les Yvelines, 599 000 heures, 82 précisément, pour l'année. Qu'est-ce que cela apporte concrètement de comptabiliser ces heures de patrouille ? Alors, ça permet de savoir, notamment en matière de sécurité, ce qui a été fait par le gouvernement, la façon dont sont employées nos forces de l'ordre, les missions qu'elles vont occuper, et puis peut-être d'établir aussi un comparatif par rapport à d'autres départements, être en capacité de voir s'il y avait par exemple un sujet en matière d'insécurité dans les Yvelines ou dans un département limitrophe, si le fait d'avoir des heures de patrouille supplémentaires permet ou non de lutter contre cette insécurité. Mais vous l'avez dit, ça concerne 8 grandes thématiques, et cet exercice, il est aussi réalisable sur le nombre de contrats d'apprentissage que vous avez dans votre département. Par exemple, dans les Yvelines, on est passé à peu près de 6 500 en 2017 à un peu plus de 9 000 en 2020, et donc on voit la progression et le déploiement des réformes, et c'est ça, finalement, le sens de tous ces chiffres, c'est vraiment de dire, est-ce que les actions qui sont décidées par vos élus, par le gouvernement, est-ce qu'elles viennent concrètement en œuvre dans votre quotidien ? Merci Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. L'actualité, c'est aussi le chantier du nouveau collège de Mantes-la-Jolie qui avance. La fin de construction est prévue pour juillet prochain et pour une ouverture au mois de septembre 2021. Reportage avec Sam Le Sade. C'est officiel, le nouveau collège de Mantes-la-Jolie ouvrira ses portes à la prochaine rentrée en septembre 2021. Le chantier avait démarré fin 2019, un projet d'envergure entièrement financé par le département des Yvelines, 31 millions d'euros en tout. Situé en plein cœur du Val-Fouré, ce collège en rassemblera 2 autres, les établissements Chénier et Cézanne. L'enjeu, c'est vraiment d'ouvrir ce collège sur le quartier. L'idée, c'est que ce collège ne soit pas juste un lieu utilisé par les collégiens, mais qu'il soit ouvert en dehors du temps scolaire, et notamment les espaces de type amphithéâtre, avec le mur d'escalade associé, qui sont des espaces remarquables et qui ont vocation à profiter à l'ensemble du quartier. Au total, 600 élèves feront leur prochaine rentrée dans ce collège. En plus d'un établissement flambant neuf, le projet pédagogique sera lui aussi inédit. Il sera organisé autour de 4 maisons référentes. On a pensé qu'il était plus facile de travailler en plus petits groupes, et ces maisons référentes, ce seront un peu la façon de faire 4 petits collèges de 150, beaucoup plus agréables, au sein d'un grand ensemble de 600. On a essayé de récupérer un petit peu le meilleur de tout ce qu'on peut trouver dans le monde. L'idée principale, c'est de faire en sorte que l'enseignement soit agréable. C'est-à-dire, nous, on veut réinsuffler ce qu'on appelle le désir d'apprendre. Ce nouveau collège, dont la construction se terminera en juillet prochain, n'a pas encore de nom. Quant aux 2 autres établissements, Chénier sera déconstruit et transformé en partie en légumerie d'insertion, et Cézanne n'a pas encore de projet défini. Et l'actualité de la semaine, c'est Mélanie Poquet qui nous la résume en 78 secondes. Cette semaine, après 2 ans de travaux, la nouvelle halle du marché des Clés-sous-Bois a ouvert. La quarantaine de commerçants a retrouvé ses clients. Toujours pas de réouverture en vue pour les salles de spectacle, mais la création continue sur Saint-Quentin en Yvelines. La mission danse accompagne la compagnie Mému Banjo pour une représentation envisagée en mai. À Versailles Grand Parc, le début de l'année rime avec originalité. Pour le ramassage des sapins de Noël, l'agglomération a choisi de le faire en calèche. Les salles de sport sont encore à l'arrêt. Certains professionnels se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale cette semaine. Depuis le mois de décembre, 8 médiateurs et des agents de proximité sillonnent les différents quartiers de la Verrière pour échanger avec les habitants. Leurs objectifs, insertion sociale et tranquillité publique. Elle était députée européenne de la circonscription Île-de-France de 1999 à 2017. Marielle de Sarnez est décédée mercredi 13 janvier, elle souffrait d'une leucémie. Le groupe aux losanges lance sa Renault-Lution. L'usine historique de Flins sera transformée en établissement spécialisé dans l'économie circulaire avec des services dédiés aux véhicules électriques et à l'énergie. Le technocentre à Guyancourt travaillera sur la connectivité du véhicule avec d'autres entreprises installées dans les Yvelines.
Après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end? Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo nous propose ses idées, loisirs et sorties. Merci Éléonore. Cette semaine, nous allons parler de loisirs en extérieur, les escape games outdoor, loisirs privilégiés en ces temps de crise sanitaire. Dans le centre-ville de Montfort-l'Amaury, vous pouvez jouer en équipe en vous munissant d'un simple smartphone. Nous avons suivi des joueurs avec Patrick Jacques de Dixmude. Découvrir la ville de Montfort-l'Amaury autrement, voilà le but de l'escape game en extérieur développé par la Maison du Tourisme et du Patrimoine et l'entreprise Questio. Cette enquête policière en 2 parties, la tombe 107 et le retour du Pyrocorax, peuvent se jouer de 2 à 6 joueurs. Le jeu se fait en autonomie, donc les gamers démarrent chez nous et puis ils peuvent se promener, ils ont des indices sur leur smartphone et ils peuvent jouer donc dans la ville tout seuls à l'heure qu'ils souhaitent et au moment qu'ils souhaitent. Ce jour-là, 3 sœurs sont venues jouer, direction le cimetière pour la première étape. On a une liste d'énigmes et on se répartit chacun les énigmes, donc chacune en prend une et comme ça on gagne du temps et on a 6 énigmes à faire pour terminer l'étape. Après quelques minutes, Yasmine vient de trouver une énigme. J'ai trouvé le résultat, c'était une image, il fallait que je trouve le métier. Et là du coup j'ai gagné 2 étoiles et j'ai gagné aussi un indice, une image que je pourrais réutiliser tout à l'heure. Une fois l'étape terminée, une autre énigme apparaît et vous emmène dans un autre lieu du centre-ville. Vous devez résoudre l'enquête policière en moins de 80 minutes. Pour des enfants, ça peut peut-être être un peu compliqué. Moi, je trouve qu'il y a certaines choses qui ne sont pas évidentes, surtout dans un temps réduit, mais sinon, ça va. C'est faisable. Ce jeu s'adresse aussi bien aux touristes qui souhaiteraient découvrir la ville qu'aux Montfortois. Ça peut s'adresser aux habitants de Montfort en leur faisant découvrir une autre façon de voir leur ville et surtout qu'ils lèvent les yeux parce qu'il y a beaucoup de choses cachées que les gens ne voient pas. Pour participer à ce jeu, il suffit donc de télécharger l'application Questio sur votre smartphone, de payer 5 € par joueur et de trouver la clé de l'énigme. Mystère à Poissy, nouveau jeu de société développé par une famille pissiacaise. Ils ont déjà créé une petite dizaine de jeux de société et ne comptent pas s'arrêter là. Nous nous sommes rendus chez eux, regardez. Christophe Bernon et sa famille ont toujours eu le goût du jeu. En novembre dernier, ils ont lancé la société Jacam, éditrice de jeux de plateau et de jeux de cartes. C'est vrai qu'avec Anthony, on cherche une idée pour l'anniversaire de ma fille. Et puis Anthony m'a dit, bon, on pourrait peut-être faire un jeu de plateau où on récupérait la ville. Et puis voilà, l'idée est comme ça. Et puis après, on a eu pas mal d'idées qui sont arrivées très rapidement. Et puis on s'est dit à un moment donné, pourquoi pas effectivement carrément les produire et essayer de les vendre. Leur article phare, Mystère à Poissy, un jeu de plateau à partir de 6 ans. Il y a un objet qui a été volé, il y a une personne qui a volé l'objet et il faut retrouver le lieu en fait. Donc c'est globalement une sorte de Cluedo en fait, sauf que le Cluedo, comme vous le connaissez tous, ça se passe dans un manoir, etc. Nous on l'a fait carrément à l'échelle d'une ville. La partie dure entre 30 et 45 minutes et se joue seul ou en équipe de 2 à 6 joueurs. L'idée de base, c'est quand même de réunir toute la famille. C'est-à-dire que globalement, c'est des jeux qui sont assez simples. C'est pas les jeux type Warcraft ou ce genre de choses où il y a quand même beaucoup de règles à apprendre, beaucoup de choses. Nous, on est quand même sur des jeux très simples, d'accord, où tout le monde peut jouer, que ce soit les petits, les parents, les ados, les grands-parents, etc. Mystère à Poissy est vendu dans une boutique de jeux de société à Poissy et également sur le site internet jacam-jeux.fr où environ une dizaine de jeux est proposé, comme Elgram, un jeu de stratégie. Je me suis beaucoup amusé à créer les règles et on a fait beaucoup de plateaux différents. Ça, c'est parti dans tous les sens et au final on a trouvé un plateau qui est, moi je le trouve magnifique, avec des règles alors certes les règles sont un peu compliquées plus que nos autres jeux. Des jeux divers et variés pour tous les goûts et tous les âges. Prochain jeu de société à l'étude pour cette famille, décliné Mystère A dans d'autres villes yvelinoises. La crise sanitaire n'épargne pas les musées qui sont toujours fermés. Alors, pour ne pas rester inactifs, beaucoup proposent une offre numérique. Nous recevons notre invité du jour, Thomas Agori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement numérique au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Le musée est actuellement fermé, mais votre site internet, lui, est bien actif.
Tout à fait, et au-delà du site internet, c'est tous les canaux de diffusion numérique qui sont mobilisés, des réseaux sociaux, aux applications de réalité virtuelle, aux applications accessibles depuis chez soi. J'ai vu qu'on peut faire une visite virtuelle aussi de l'exposition temporaire d'Alésia Rome, hein, c'est ça ? Alors, elle est en cours de préparation. Vous anticipez un tout petit peu. On est en plein dans l'acquisition justement des photos panoramiques 360 qui permettront dans quelques temps de visiter l'exposition virtuellement. D'accord. Et de quoi parle l'exposition Alors, cette exposition, elle plonge dans les débuts d'une archéologie scientifique à la fin du 19e siècle, et notamment grâce à l'impulsion de Napoléon III. Donc, on y découvre les premières fouilles, l'utilisation de la photographie appliquée à l'archéologie, sur le site d'Alésia, par exemple, ainsi que sur les fouilles de Rome. Et c'est finalement une mise en abîme par rapport aux enjeux du numérique à l'heure actuelle, puisqu'on est très souvent dans l'utilisation de ces outils numériques pour répondre à des besoins qui sont les mêmes, étudier, conserver et diffuser les savoirs sur ces sites archéologiques et les collections qui en proviennent. Et on peut aussi découvrir l'histoire de votre musée, hein, je crois. Tout à fait, c'est très lié à l'histoire de ce musée qui, en plus d'être riche de collections qui vont du paléolithique jusqu'au premier Moyen-Âge, est installé dans un château. Donc l'histoire de ce musée au sein de ce château qui a vu passer tous les rois de France depuis le XIIe siècle est très intéressante à expliquer et à mettre en perspective par rapport à la discipline archéologique, justement. Alors j'ai vu qu'il y avait des collections en ligne. Toutes les œuvres que vous avez dans le musée, est-ce qu'on peut aussi les voir en ligne ou il y en a qui ne sont pas en ligne ? Alors, depuis plusieurs années, effectivement, on a engagé un travail de numérisation 3D. On a actuellement à peu près 400 modèles 3D de nos collections qui sont en ligne et qui sont disponibles. C'est bien loin des plusieurs millions d'objets que nous conservons. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais dans lequel nous sommes pleinement engagés et qui nous permet, à la fois sur les questions de recherche, mais aussi sur les questions de diffusion et de valorisation, de faire rayonner ces collections, de les faire connaître au-delà des murs de ce musée, d'autant plus lorsqu'il est fermé. Il y a également des conférences que l'on peut visionner ? Tout à fait. Alors, ça fait partie justement là, des évolutions liées à la crise sanitaire. Nous avons développé des conférences que nous proposons en ligne via des plateformes de téléchargement et de visualisation de vidéos. Et donc, on est engagé effectivement dans l'enregistrement et la diffusion de ces contenus. C'est vraiment un axe de développement qui est très important pour continuer à faire connaître ces collections et à stimuler un réseau d'archéologues, puisqu'on est vraiment un musée au cœur d'un réseau très très vaste à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Vous avez créé aussi une application mobile Archéomane. Pourquoi ? Alors cette application, justement, elle est au service des visiteurs pour les accompagner dans leur visite et à l'heure actuelle, elle permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations liées aux collections du musée. Et on a plusieurs parcours qui sont proposés. On a également des parcours qui permettent d'en savoir plus sur le domaine et les plantes du domaine national qui, lui, est encore ouvert. Et est-ce que d'autres contenus seront disponibles aussi en ligne ? Alors, il y a déjà énormément de contenus, en particulier le musée d'archéologie nationale coordonne une collection qui s'appelle la collection des grands sites archéologiques, qui vous permet de visiter virtuellement la grotte Chauvet, la grotte de Lascaux, d'en apprendre davantage sur l'archéologie sous-marine. Et donc ce site qui est visible sur archéologie.culture.fr permet de découvrir toutes les dimensions de cette discipline archéologique au-delà des collections du musée et en complément des collections du musée d'archéologie nationale. Et dernière question, en quoi c'est important de faire vivre le musée malgré tout sur votre site internet ? Alors, c'est vraiment le prolongement d'une activité qu'on a initiée avant cette crise sanitaire. Toutes les questions que les visiteurs peuvent se poser lorsqu'ils viennent au musée ou lorsqu'ils s'intéressent aux collections ont vocation à être diffusées. Donc là, nous utilisons les réseaux sociaux, le site internet pour faire connaître les métiers. Il y a de très nombreux métiers assez méconnus au sein de ce musée, en plus de son histoire et des collections. Donc les outils numériques sont vraiment une très belle caisse de résonance pour faire connaître, donner envie, susciter la curiosité et puis essayer de porter un regard nouveau sur ce monde qui nous entoure, qui évolue très vite, mais qu'il est aussi intéressant de regarder avec un petit peu de recul par rapport aux temps anciens et des apprentissages qu'ils peuvent nous apporter. Merci beaucoup Thomas Agori d'avoir été notre invité. Merci à vous.
Et pour finir cette page loisirs, je vous propose une idée de sortie pour ce week-end. En prenant la direction du golf national de Saint-Quentin en Yvelines, la structure organise une grande braderie pendant 3 jours au niveau de l'accueil. L'opération débute ce vendredi et se termine ce dimanche. L'occasion pour les golfeurs ou curieux de trouver des promotions sur des milliers de produits. On écoute Catherine Bayard, chargée d'accueil au golf national. Elle était au micro de Mickaël Elmidron. Alors, on retrouve du textile qui est destiné aux golfeurs et aux non-golfeurs, avec des réductions qui vont jusqu'à 60%, un large choix de chaussures, des clubs. C'est les produits en général qui ont bien marché de la saison d'avant, et les connaisseurs apprécient beaucoup ce rendez-vous et s'y rendent avec fidélité. Et le 7-8 week-end se poursuit avec Éléonore pour parler de l'actualité. Comme chaque semaine, on retrouve un journaliste de la rédaction de TV78 qui nous présente ce qui fera la une la semaine prochaine. Cette semaine, Mélanie Poquet, journaliste de la rédaction et responsable de l'émission 7-8 Société. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la semaine prochaine, on va forcément parler, comme chaque semaine, vaccination, couvre-feu maintenant aussi. Et on va parler d'un rendez-vous important pour les lycéens. Les étudiants, oui, parce que le 20 janvier, le mercredi, les jeunes voulant entrer dans l'enseignement supérieur devront s'inscrire sur Parcoursup. Après 3 semaines pour découvrir les formations, c'est le temps d'ajouter ses vœux d'orientation, 10 vœux à formuler par personne. C'est aussi le moment des journées portes ouvertes et des salons. Mais avec la Covid-19, de nombreux événements se font en visio ou sur rendez-vous. Épidémie qui a aussi un impact sur le choix d'orientation des jeunes. Et oui, parce qu'en mai dernier, un sondage de l'agence de conseil Canévé et Associés, un futur bachelier sur 4 reconnaissait que la crise avait eu un impact, changement sur Parcoursup ou influence sur la hiérarchie des vœux. Certains envisageaient de privilégier des formations plus proches du domicile, moins onéreuses. Ces possibles difficultés d'orientation seront au cœur du prochain 7-8 Société, mercredi 20 janvier. Merci Mélanie pour cette annonce. Et c'est déjà la fin de votre 7-8 week-end. On se retrouve la semaine prochaine. L'information revient lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.